le geste lui-même était polysémique. Il avait plusieurs sens, s'adresser sans doute à cet homme, sans doute à d'autres hommes, sans doute à l'éducation nationale, sans doute à la situation, son divorce, sa fatigue, sans doute au fait d'être une femme, sans doute au fait d'être arabe, professeur, etc. Tous les questionnements, tout à coup, sont réunis dans ce point de saturation et c'est ça fait, khalas, doigt d'honneur. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Dali Farah. Vous êtes la bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Après des rendez-vous manqués, vous êtes enfin là. Vous êtes écrivaine, professeure de français et philosophie, démonologue et spécialiste des lycanthropes. On en parlera tout à l'heure. Vous avez publié un premier roman qui a été un de nos coups de cœur collectifs sur Beurre FM qui s'appelle Impasse Verlaine. La séance de rattrapage, puisqu'on peut le trouver aujourd'hui en poche, il vient de sortir, et vous publiez votre deuxième roman, ça s'appelle Le Doigt chez Grasset. Pourquoi est-ce que l'avoir mis au singulier ? Parce qu'en fait, en le mettant au singulier, on pouvait réfléchir à tous les sens qu'il pouvait avoir. Le fait de mettre l'article défini le, et après de dire mais quel est le sens ? Comme si on partait en enquête sur le sens de ce doigt. Mmh. Voilà. Le digitus impudicus. Oui, digitus impudicus, si on veut aussi. Le doigt impudique. Voilà, vous parlez mieux que moi latin. Ça, c'est Wikipédia qui dit ça. Oui, c'est Wikipédia. Ça tombe bien. Quand vous citez Wikipédia, vous parlez des berbères aussi, Wikipédia. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une berbère Wikipédia ? En fait, c'est dans le livre, là, le personnage est en quête de s'identifier et de s'identifier de l'extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit de moi que je suis ? Et donc, elle fait des recherches et la berbère de Wikipédia, c'est celle, finalement, on va regarder des mots-clés et se dire « Ah oui, ça c'est moi ». Un petit peu comme dans les tests Facebook, là, où on met son prénom et après, paf, ah oui, mais ça c'est tout moi. Et donc, comme on est très peu finalement en quête de nous-mêmes, de se comprendre soi, on va chercher à l'extérieur des personnes ou des objets numériques qui vont nous dire qui nous sommes. Et la berbère de Wikipédia, eh bien, le personnage, là je le dis avec ironie, le personnage va essayer de se dire, elle va lire la fiche Wikipédia et dire oui, ça c'est tout moi. Voilà, c'est un peu pour me moquer des quêtes faussement identitaires dans des modèles en fait qui sont pré-pensés avant même que la personne pense par elle-même. Alors on va parler de votre artisanat ce matin. Là, votre artisanat, c'est la littérature, puisque vous êtes une vraie artisane. Depuis quand est-ce que vous écrivez ce livre, Le Doigt ? Alors, Le Doigt, j'ai dû le commencer peut-être 6 à 8 mois après les événements, en janvier 2018. Mais au départ, j'ai voulu écrire une pièce de théâtre. Je voulais pas écrire un texte, un récit, etc. Je voulais vraiment écrire une pièce de théâtre tellement tout ça était comique, parce que donc ça part d'une scène un peu banale, qui qui pourrait être, j'en parle au début du livre, un peu comme dans un truc de Chaplin, une fille qui traverse une rue, elle klaxonne. Ou Keaton plutôt chez vous. Oui, Buster Keaton, exactement. Et un doigt d'honneur, paf, le véhicule klaxonne. Donc après, hop, on la menace, une claque. Donc ça, c'est dans tous les films comiques, t'as un personnage qui prend une claque ou une baffe ou un coup de pied au derrière et il tombe. Donc il y avait quelque chose de très comique à un moment donné quand il nous arrive ou quand quelqu'un tombe par terre, il y a un moment, même si la personne finit avec un plâtre, il y a un moment de rire parce que c'est une sorte d'effraction dans le réel. Et donc il y a quelque chose d'assez comique et j'étais partie pour écrire une pièce comique sur les profs en fait, sur notre ridicule. Parce que moi j'adore le ridicule, je trouve que c'est une des choses qu'on fait pas assez, c'est aimer notre ridicule. Et j'avais envie de ça. Et puis petit à petit, en travaillant dessus, des choses plus profondes et peut-être plus douloureuses ont émergé. Et il s'est avéré que je ne pouvais pas seulement écrire ça et encore me cacher dans une forme fausse qui serait uniquement le comique et d'aller chercher dans des choses plus intimes et peut-être plus tragiques. Et c'est de là où, du coup, cette forme un peu hybride est née. Mmh. Alors, vous l'avez raconté un peu vite, mais oui. Elle fait un doigt, mais l'automobiliste descend de voiture et la provoque. Il lui demande d'en faire un deuxième. Donc elle recommence. Elle en fait un deuxième. Oui. Et c'est là qu'elle prend la baffe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la scène, en fait, c'est comme tous les accidents, c'est après coup, tu te demandes mais pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais au départ, le personnage est dans ses pensées, il fait nuit, il pleut, le cartable est lourd, elle est en plein divorce, elle se concentre sur son cours, et quand le classement, en fait, elle fait sursauter. Il est 7h30 du matin, voilà. Elle a décidé de ne pas salir ses bottines, oui, il faut quand même le dire. Oui, donc il pleut, elle ne veut pas mettre debout sur ses bottines, donc elle sort des clous. Voilà, c'est ça. Et un mec manque de la... En fait, il manque pas de... Il est plutôt loin.
à ce moment-là, je dis, elle n'a pas envie d'un suicide un matin de bonne heure, il est plutôt loin. Mais lui, il va réagir avec sa propre peur. Et il klaxonne. Et c'est ce coup de klaxon qui va la faire sursauter, enfin, lui faire peur. Et c'est ça qu'elle refuse. Et elle fait un premier doigt contre la peur. Et ensuite, quand l'homme sort, elle ne comprend même pas, je ferai le lien plus tard, qui lui dit recommence, il y a un tout petit temps d'arrêt. Et j'écris, voilà, elle préfère la probabilité du coup plutôt que la certitude de la lâcheté. Et elle refait le geste. Et il la frappe. Parce qu'elle a peur d'être lâche. Oui. À qui il s'adresse, ce deuxième doigt ? Eh bien, c'est tout l'enjeu du livre, c'est d'aller se demander à qui elle le fait. Alors, c'est un doigt d'honneur. Hein, c'est un doigt d'honneur, oui. On est vraiment d'accord. C'est un doigt d'honneur. Ouais. Et c'est vrai que d'être parti sur ce geste qui est un geste d'insolence, un geste réprouvé socialement, et puis d'en faire une enquête, m'a permis de comprendre que le geste lui-même était polysémique. Il avait plusieurs sens. S'adresser sans doute à cet homme, sans doute à d'autres hommes, sans doute à l'éducation nationale, sans doute à la situation, son divorce, sa fatigue, sans doute au fait d'être une femme, sans doute au fait d'être arabe, professeur, etc. Tous les questionnements, tout à coup, sont réunis dans ce point de saturation, et c'est ça fait, khalas, doigt d'honneur. Et c'est tout le livre part en enquête là-dessus. Donc, de découvrir quel est c'est bon. Quel est le... Non, on rigole parce qu'il y a quelque chose qui a explosé, qui a explosé dans le studio. Alors, une lumière, j'aurais dit, moi. Ah, vous croyez ? Non, non, vous avez dit relax et plaf. C'est mon pouvoir. Vous avez vu, non, mais voilà, attendez. c'est mon pouvoir. Quand j'ai dit qu'elle était démonologue voilà. et qu'elle s'intéresse au pouvoir des loups-garous, voilà. Vous voyez ? Non, mais attendez. Hein, oui, le malade. Ça s'invente pas. Là, je suis trahie. Oui. Et donc, le sens de ce doigt, et puis, in fine, à la fin, et ça, c'était mon pari, et je suis plutôt ravie parce que pour l'instant, les retours me le disent, c'est d'en faire un geste littéraire. Là, le bout du bout, c'est de se dire, en fait, en plus, c'est un geste de littérature, un geste d'émancipation. Un geste d'émancipation intime, sociale et littéraire. Et ça, je m'y attendais pas au fur et à mesure de l'écriture de livres. J'avoue que c'est très libératoire pour la suite et de ma vie personnelle et de mon écriture et de mon rapport au monde. Ça m'a vraiment complètement, non pas soignée, parce que j'aime pas l'idée d'une littérature thérapeutique quand on a mal aux dents ou quand on va chez le dentiste, on va pas chez le libraire, mais par contre quelque chose en tout cas d'émancipateur, de libérateur. Mmh. C'est intéressant ça. Vous parlez vite et vous parlez. Pardon. Non, vous parlez vite et vous parlez beaucoup. Pardon. Mais non, c'est vous, c'est votre style. Mais vous êtes une championne d'éloquence. Hein, il faut le dire, ça. Vous avez fait. Je suis assez bavarde, j'avoue. J'ai fait des concours quand j'étais plus jeune, mais je pense que ça vient surtout d'une enfance assez mutique. Et un milieu familial mutique aussi. C'est la suite d'Impasse Verlaine. Hein, parce que c'est un prolongement, c'est un prolongement. Pas la suite directe. Non, mais c'est elle. Oui, bien sûr. Non, ce sont deux romans à matière biographique. Elle a passé la Greg. Voilà, c'est ça. Voilà. On part plus tard, c'est pour ça que c'est pas exactement une suite, mais oui, c'est à matière biographique. Et c'est vrai que le fait de venir d'un milieu mutique et analphabète m'a donné un appétit, un goût pour les mots un peu peut-être disproportionné, qui fait que et je parle vite et je parle beaucoup quand je sors du coup. Mais sinon, le reste du temps, je suis un écrivain où ça passe des centaines d'heures tout seul à écrire et ça se tait. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, vous avez la même facilité à parler qu'à écrire. C'est voilà, c'est un fleuve. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont toujours peur de la page blanche. C'est pas votre cas. C'est une seconde nature que d'écrire. C'est peut-être même la seule. Je crois que j'ai qu'une nature, c'est ce que je découvre, j'ai qu'une patrie, j'ai qu'une nature, c'est la littérature. Sans doute parce que pour moi, les mots ont toujours été reliés à une sorte d'élan vital. Si j'écris pas, je meurs un peu. Et si j'ai besoin de penser, de parler, je l'aurais pas dit ça il y a quelques mois ou il y a quelques années parce que c'est très arrogant, mais c'est la vérité. Je crois qu'il y a une puissance vitale dans les mots et que c'est la chose dont il faut se soucier vraiment. Quand on te demande un doigt d'honneur, faut pas hésiter, ne serait-ce que par respect pour celui qui le réclame.
C'est drôle, ça. Oui. Moi, j'adore ça. Punchline, on dit. Oui, c'est vrai que parfois je peux avoir le sens de la formule. De la formule. Mais c'est vrai, c'est tellement évident. Si on vous demande, il faut s'exécuter. Bien, c'est tout le paradoxe justement en fait, du rapport social. Quand on demande la violence et qu'elle advient, on ne peut pas être étonné qu'elle advienne. Et à 7h30 du matin, sitôt, vous imaginez qu'il y a des gens, mais c'est vrai, vous n'avez qu'à observer ce qui se passe en voiture. Il y a des gens qui commencent la journée à 7h30, ils sont déjà tellement énervés. Oui. Vous vous rendez compte, il y a tellement de colère en eux. Oui, c'est ça, et c'est ce que j'essaie aussi de raconter, que chacun porte sa misère, et que cette misère-là, souvent, quand elle est silencieuse, eh bien, elle amène à la violence. Et j'essaie de montrer, c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus faire un livre à charge contre qui que ce soit. L'idée, c'est de comprendre, d'avoir un geste, d'en faire sa généalogie, c'est-à-dire de remonter à sa source, de le comprendre, et aussi de voir aussi tous les autres autour. La personne l'homme qui a frappé, bien sûr, au début de l'événement, il est traité de tous les noms, parce que tu peux pas, au moment où tu prends le coup, tu fais pas de la philo, tu dis des gros mots. C'est la base. Tu commences par ça. Après, plus tard, peut-être, tu feras un peu de philo. Mais quand tu as le coup sur le corps, non, on ne peut pas demander à un corps frappé de penser tout de suite. Il est dans l'émotion, il est dans le pathos. Et c'est une nécessité, en plus. C'est un passage obligé. Après, le corps battu peut avoir d'autres ressources. Et le meilleur moment, enfin, moi, je pense que quand on est en paix, c'est quand la douleur est devenue froide. Si on maintient sa douleur à haute température, on ne se libère jamais. Ni de soi, ni de celui qui nous fait mal. Tourne en rond. Ouais. On ressasse. Exactement. Mais finalement, cette baffe, c'est elle qui finit par la payer de sa poche. Oui. C'est ça qui est terrible. C'est que finalement, je ne dis pas qu'elle perd tout, mais bon, voilà. Bien, pas victime et pas reconnue comme victime, hein, finalement, même à la limite coupable. Mais c'est toute la question aussi, finalement, est-ce que ce geste, elle est victime de la baffe ou elle est coupable ? C'est parce que pourquoi ce second geste, face à quelqu'un qui visiblement est en colère, est beaucoup plus fort ? Lui, il est censé, dans sa brutalité, il est organisé dans sa violence. Elle, dans le fait d'aller la chercher, cette violence, elle est insensée. Et donc, tout le livre, justement, va essayer de comprendre ça. Et effectivement, dans le processus de ce que doit faire une victime, le dépôt de plainte, la médecine légale, et ensuite tout ce qui se passe avec l'éducation nationale, montre que les coups, finalement, les plus grands coups qu'elle prend, c'est moins la gifle que tout ce qu'elle doit faire au nom de cette gifle. Ça, c'est le pire. Effectivement, que tout à coup, tous ces mythes tombent. Tous ces mythes se mettent à tomber les uns après les autres, et elle se retrouve dans un décor de carton-pâte où il n'y a plus rien. Et elle doit faire avec ça, se rendre compte que toute cette nudité-là, en fait, c'est la violence d'un système. Et ça, c'est aussi la découverte dans ce geste-là. Et c'est ça qui dans ce livre que j'ai voulu aussi raconter. La violence d'un système qu'elle tente à humaniser par restituer à ses interlocuteurs leur prénom. Oui. J'utilise ça est venu tout seul, hein, la première fois quand j'ai commencé à écrire, d'utiliser un leitmotiv. Par exemple, le gendarme s'appelle Julien. Le médecin, donner un prénom. Pourquoi ? Tous ceux qu'elle va croiser au moment de je mets pas leur nom de famille, non pas parce Ouais. que je veux pas qu'on les reconnaisse, ils sont reconnaissables quand on habite Clermont, mais c'est que j'ai voulu montrer que eux-mêmes sont des rouages dans une chose beaucoup plus grande. Un recteur n'est qu'un recteur. Un professeur n'est qu'un professeur dans un système beaucoup plus grand où il agit à la fois comme victime, comme bourreau et comme complice. Et souvent inconscient de ces trois rôles-là. Et du coup, j'ai mis ces prénoms pour montrer à la fois leur petitesse et leur force de nuisance qui souvent vont ensemble. C'est Dali Farah qui est notre invité aujourd'hui pour parler de son deuxième roman publié aux éditions Grasset, s'appelle Le Doigt. Roman ou autofiction ? Moi, j'aime bien le mot roman parce que c'est un terme assez large qui peut englober, en fait, parce que, comme j'ai dit, ça devait être une pièce de théâtre. Il y a une partie récit et il y a une partie plus essai, de pensée, en fait. Donc, du coup, le mot roman, au départ, désignait les livres écrits en langue romane. Et c'est le mot le plus, on va dire, qui englobe bien. Donc, moi, ça me dérange pas qu'on appelle ça comme on veut. C'est un roman autobiographique, un peu dans la veine de Vallès, des choses comme ça. Dans cette écriture-là, c'est une écriture naturaliste, réaliste. Vous dites une écriture bio.
Oui. Il y a les biographies et il y a les écrivaines bio. Oui. C'est quoi une écrivaine bio ? Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivant, en fait. Ce que j'aime, c'est les gens. J'adore écrire sur les gens, je m'intéresse aux gens, j'adore avoir leur vie. Et donc, du coup, je dis souvent que je suis une écrivaine bio et de proximité parce que tous mes livres, pour l'instant, se passent en Auvergne. Souvent, des gens que j'ai vus, que j'ai rencontrés. J'aime bien avoir... le roman, pour moi, doit s'intéresser à une matière palpable. Et j'ai pas cette espèce de béatitude face à la fiction. Pour moi, ce qui est important, c'est une écriture qui dise la justesse. Ce qui m'intéresse, c'est la justesse. Le reste, c'est pas important. La justesse et l'écriture. Donc après, si les gens, ça les rassure d'appeler ça concombre ou autofiction, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas... Ils rangent comme ils veulent, c'est pas un souci. Mais comment vous travaillez pour passer du réel et pour aller vers la littérature ? Il y a quelque chose alors de matériel tout simple, ça veut dire que je suis toujours aux aguets, j'ai toujours un petit carnet, quand quelque chose me plaît, je prends des notes, je surprends des postures. Je l'ai vu alors tout à l'heure, méfiez-vous des brunes à bouclettes qui écrivent sur un carnet noir, elles vous croquent, ce sont des ogresses du réel. Je l'ai vu, sauf que votre carnet était bleu aujourd'hui, donc je me suis fait avoir. Oui, mais d'habitude c'est un carnet noir mais vous êtes comme une journaliste. En fait, vous vouliez être journaliste, mais vous avez gardé finalement les. On documente en fait. Quand on aime le réel, quand on l'aime vraiment, moi je suis en train de l'aimer de plus en plus, beaucoup plus qu'avant. Eh bien, on documente tout. On a envie de tout, le grain d'une peau, la couleur rouge de la dame derrière, de sa robe. On a envie, tout est beau. Là, quand je roulais en venant dans le taxi, j'ai vu une femme qui avait elle prenait sa tête et elle faisait comme un X avec son corps. Elle était assise au sol et elle regardait dans le vide. Elle était assise dans un truc qui était marqué finance au-dessus de sa tête. C'est passé par Bercy ? Oui. C'est pour ça ? Oui, et donc cette image-là de ce corps-là, mais il était même pas recroquevillé. C'était vraiment une forme de tension pauvre, c'était quelque chose d'assez violent, et avec le mot finance, ça m'a marqué, ça fait comme un flash, et je pourrais la peindre si je savais peindre, mais en tout cas, je saurais écrire la forme tendue du vide, du vide qui l'attendait. Elle n'a rien, elle n'a aucun rendez-vous, elle est là, et son temps est un temps douloureux, ça se voyait rien qu'en pensant devant elle, quoi. Et ces choses-là, tu les documentes, tu regardes, t'écoutes, tous les corps parlent, et le monde, voilà, moi c'est ça. C'est ça partir du réel, en fait. Ouais, et puis quand on travaille sur des faits, c'est documenter, avoir les renseignements, qui fait quoi, pourquoi, que les personnes soient incarnées dans des corps aussi, parce que moi, une histoire, un personnage, c'est quelqu'un qui a un corps. Personne dans sa vie réelle, par exemple, si je sais pas, je disais tout à l'heure, je parlais de dentiste, si on a mal aux dents, par exemple, si on a mal là, la molaire, eh bien, la journée, c'est pas la même que quand t'as pas mal à la molaire. Donc, comment tu veux écrire un texte si tu prends pas en considération ce que le corps reçoit? Donc, toutes les histoires, pour moi, où le corps est pas incarné, je m'y ennuie. Et donc, pour ça, il faut écouter ce que disent les gens, il faut prendre des notes, il faut regarder, voilà, c'est comme ça que l'on fait. Et après, il y a une magie au moment de l'écriture, ça, je saurais pas trop l'expliquer, une manière... Bon, là, c'est un peu plus bizarre chez moi, parce que ça sort tout seul, donc ça, j'ai pas d'explication. Ça sort tout seul, ouais. Mais depuis quand vous écrivez en douce ? Ouais, j'ai écrit en douce longtemps. Et depuis quel âge ? Une dizaine d'années. La première fois que j'ai écrit, je pense que ma première expérience d'écrivaine, je pense que je devais avoir une dizaine d'années. C'est pour ça que je porte ce collier là en forme de coquelicot. C'était à partir d'une carte postale des coquelicots de Monet. Et j'ai écrit un quatrain et j'avais senti, et maintenant que ça se reproduit, je comprends ce que j'ai ressenti à l'époque, ce moment où il fallait dire. Et la première fois, ça a été ça. J'ai écrit un quatrain. Impasse Verlaine. Voilà, c'est dans Impasse Verlaine, je le raconte là. Et ce coquelicot, là, c'est une amie qui me l'a fait. Ouais. Et c'est comme un talisman, je le mets tout le temps. Donc elle s'appelle Frédéric Tilly, elle est artisane, c'est une femme dans la région parisienne, et elle m'a fait ce coquelicot là, et je le porte tout le temps quand je fais des rencontres littéraires et tout ça, en mémoire de ce moment, pour que je me rappelle tout le temps à la fois la grandeur et l'humilité de l'écriture. La grandeur parce que à un moment il y a rien et après il y a quelque chose, et l'humilité parce que t'en es pas responsable, ça te vient et il te faut obéir. En quoi la trajectoire républicaine de votre héroïne ressemble à la vôtre ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez finalement, puisque quand on lit entre les lignes, on comprend qu'elle a vengé ses parents d'une certaine façon?
Alors là, c'est très compliqué parce que moi, l'expression trajectoire républicaine, par exemple, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je l'ai prise dans votre livre. Hein. Oui, mais en fait, dans Le Doigt, c'est avec ironie. J'en parle avec ironie. Mais j'aimais bien l'expression voilà. de C'était cette fille. L'idée qu'elle était là en démonstration. En fait, l'idée, c'est qu'une personne d'un milieu défavorisé, prolétaire, qui s'extrait de ce milieu et va démontrer, et là, en démonstration d'une vertu, voilà, elle a fait tout bien, qui existerait, parfait. voilà, et qui ferait que, finalement, il suffit d'apprendre ces tables de multiplication et de réciter ces fables, et à la fin, tout le monde est publié chez Grasset. Et c'est pas exactement le réel. Dans la réalité, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes. Dans les réalités, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, l'école creuse les inégalités. Dans la réalité, je suis plus qu'une exception. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que ce modèle a fonctionné comme une forme de démonstration intériorisée et a eu quelques dégâts. Désormais, en tout cas, ça c'est à la fin du doigt, enfin je l'ai compris, moi je veux plus du tout être l'alibi de quiconque et l'excuse de personne. Mais quand elle raconte sa vie, elle a voulu devenir prof comme sa mère lui a appris le ménage, méthodique, régulière, appliquée, inventive et exhaustive. Mais d'un autre côté, elle a fait comme son père lui a dit, il lui a appris à obéir. Et finalement, elle a fait tout ce que ses parents lui ont demandé. Oui, parce que cette soumission à un modèle ou cette soumission à un modèle social, bien sûr qu'elle est héritée des parents. Et c'est un livre sur ça aussi. Le Doigt, je parlais d'émancipation tout à l'heure, il n'y a pas d'émancipation possible sans conscience de ces soumissions. Et après, c'est pas que on jette toutes les soumissions et puis voilà. Non, c'est après lesquelles j'accepte. Quelles soumissions finalement vont nourrir ma joie et lesquelles sont en train de me détruire, lesquelles j'abandonne. Et c'est là toute la question qu'un individu doit se poser. Et parler en termes de liberté, par exemple, ça ne veut rien dire. Parce que c'est pas vrai que ça existe la liberté, on est toujours soumis à quelque chose, ne serait-ce que d'aller au travail, par exemple. Il faut bien payer sa bouffe, etc. Donc, mais vous, par exemple, aujourd'hui, vous avez les moyens de votre liberté. Vous commencez de plus en plus à vivre de ce que vous savez faire et de ce qui est votre plaisir. Donc, et vous dites, j'achète des heures de liberté. Oui. J'économise. Enfin, ce que je gagne avec le livre, je mets ça de côté pour m'acheter mon temps. L'année prochaine, je pourrais travailler à 90%. Je m'achète du temps de vie parce que c'est la chose qui m'est le plus précieux. Je vais mourir. Je ne sais pas si les gens ils sont au courant qu'ils vont mourir, mais moi, je suis très, très au courant que je vais mourir. Et avant ça, je voudrais vivre et je ne vais pas brader mon temps comme si j'en avais pour l'éternité. Donc du coup, je m'achète du temps d'intimité, du temps de solitude, du temps d'amour avec mes enfants, du temps d'écriture. Et donc je vais veiller à ça. Donc à chaque fois, ne pas augmenter mon niveau de vie, mais augmenter mon temps à moi, que je vais posséder rien que pour moi et que je vais donner à personne. Et vous le chiffrez très bien, c'est ça qui est marrant parce que chez vous, c'est très clair. Hein. Voilà. Oui, j'ai demandé un temps partiel à 90%, j'espère que je vais l'avoir. Elle s'est fixée une obligation de perfection. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle a cette obligation d'être perfection ? Est-ce que c'est vis-à-vis d'elle-même ou finalement, elle pourrait tout à fait être imparfaite ? C'est ce que j'explique dans le roman aussi. Le personnage, en fait, va comprendre que même ce doigt d'honneur, en fait, est presque un ultime geste de perfection. Ça peut sembler paradoxal. Hérité de sa mère, qui est très maniaque au niveau du ménage, il faut que tout soit nickel, parfait. Hérité de son père, qu'il ne faut pas dépasser, il ne faut pas qu'on se voit, qu'on se fasse remarquer. Et puis, je mets à un moment donné, elle se soumet à briller le plus possible. C'est une soumission par l'apparat, une soumission pour avoir l'air d'eux. Et cette perfection-là est d'une tyrannie terrible parce qu'elle la met à genoux. Parce qu'à vouloir briller le plus possible, tu es obligé de te mettre vraiment à genoux. Et ça libère pas du tout. Ça libère, par exemple, ce qu'on appelle l'ambition, c'est pas quelque chose qui libère, c'est quelque chose qui soumet. Quand tu as de l'ambition, tu vas être obligé d'obéir, nécessairement. Ça passe par ça. L'ambition amène dans le système du travail, finalement, à énormément obéir. Alors, je ne me souviens plus le début de la question. Pour la perfection, du coup, l'imperfection, du coup, est une liberté de se dire, je peux me permettre d'être imparfaite parce que cette imperfection-là, c'est comme le ridicule, il faut qu'elle est libératrice, quoi. C'est ça qu'on apprend aussi. Alors, il y a des mots qui sont difficiles à manipuler. Il y a une question qui se pose dans votre livre, c'est la question de l'imputabilité ou pas du geste.
Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que l'imputabilité pour Alors, vous, dans le finalement langage on va dire administratif, c'est quand on parle de putabilité ou d'imputabilité, c'est pas un gros mot, même si ça sonne comme ça. C'est pour ça que je fais un jeu de mots. Il est très moche. Ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup rigolé. La narratrice lui fait dire grosse putabilité de la vie. C'est ça que ça m'a fait. Voilà. Et en fait, c'est le fait que un événement soit associé au travail. Par exemple, si du coup ça fait un accident du travail. Si du coup il vous arrive quelque chose dans le cadre du travail. C'est imputable. Voilà, imputable. Voilà la situation. Voilà. Bon. C'est des mots comme ça que vous aimez jouer avec les mots, finalement. Oui, là, c'est intéressant parce que ça pose toute la question. La dame du rectorat est centrée sur l'acte administratif parce que si l'imputabilité est reconnue, il faut donc payer un avocat, c'est pas rien. Il faut du coup reconnaître l'engagement de l'État dans ce qui est arrivé aux fonctionnaires. Donc, il faut se sentir... La responsabilité devient partagée. Donc, ce petit mot-là va avoir des conséquences sociales. Et ce qui va surtout... Et à ce moment-là, la narratrice, elle se rend compte juste de la putabilité de la vie qui la relègue encore à rien, la met comme si elle ne valait rien, quoi, comme si elle lui arrive un truc toute seule dans son coin. C'est-à-dire que quand elle réussit quelque chose, elle appartient à l'éducation nationale, mais quand il lui arrive des embrouilles, tout à coup, elle n'en fait plus partie. Et ça dit bien un petit peu aussi la manière dont la tolérance de certains individus s'opère dans la société. On les tolère dès lors qu'ils valident un système, et tout à coup, ils nous insupportent si alors ils la mettent en défaut ou la mettent en question. Et ça, le fait de le vivre face à cette divinité qui est l'éducation nationale est d'une très très grande violence. Quel regard elle porte sur la lâcheté des gens ? Quand il vous arrive quelque chose comme ça, est-ce que finalement les gens sont lâches ou pas ? Au moment des faits, comme je disais tout à l'heure dans le pathos, comme n'importe qui, on est injuste. Mais maintenant, là, avec la douleur froide, en tout cas même éteinte, je suis très tendre avec ça, parce que c'est marrant, c'est un livre un autre que je suis en train d'écrire, et je trouve que j'aimerais bien comprendre la lâcheté, et notamment la fameuse lâcheté des hommes. Je pensais à la lâcheté des hommes dans votre livre. Et je trouve, plutôt que de hurler, peut-être on peut comprendre, et je suis partagée avec une assez grande tendresse, parce que pour moi, cette lâcheté, et voire même la violence, est aussi une forme de conditionnement, et peut-être une forme de prison, dans laquelle se trouvent enfermés les gens, et souvent les hommes. C'est pareil, c'est une forme d'héritage. On leur donne en héritage une lâcheté, et si cette lâcheté ne la comprennent pas, ils la transforment en violence. Et peut-être qu'il faut la penser. Moi, j'aime bien réfléchir de toute façon avant de juger, sinon je serais devenue procureur et ça m'a réfléchir pas plu. Voilà. Et comprendre. Voilà, comprendre, parce que je pense que réellement la pensée donne des portes de sortie, et que certes, il y a un temps pour tout. Moi, il y a des pots de plainte. Je dis pas qu'il faut éviter de juger. Je dis que c'est pas mon travail à moi d'écrivaine. Et c'est le rôle d'autres gens. Il y a des avocats, il y a des gens dont c'est le métier. Moi, là où je suis, c'est dans le fait, non pas ni d'excuser ni rien, c'est déplier les choses, déplier le réel. Ça s'appelle Dali Farah. C'est simple, cette semaine, elle fait la une du monde littéraire. Vous publiez votre deuxième roman qui s'appelle Le Doigt aux éditions Grasset. Bon, voilà, c'est à la une du monde littéraire. C'est vous, hein? Oui. C'est vraiment vous? Oui. Ouais, ça m'étonne toujours, mais oui. J'avoue. Ça vous fait quoi si vous deviez mettre un mot sur vos émotions un petit peu, vous qui aimez bien être précise sur les mots que vous choisissez, qu'est-ce que vous mettriez comme mot? Ça m'embarrasse, ça m'émeut. Pourquoi ça vous embarrasse? Parce que, au fond, cette nudité, celle de la littérature, est une nudité que maintenant je veux protéger en la laissant à vue et ne plus me cacher derrière des impostures. Alors ça m'embarrasse parce que c'est pas facile d'être nu quand on s'est habillé de mensonges toute sa vie. Vous êtes à découvert dans ce livre. Oui. Beaucoup sur. Oui, mais c'est pas tellement de donner les faits, c'est pas tellement les faits en fait en eux-mêmes, parce que ça, j'arrive à avoir du détachement avec ça. C'est surtout de laisser tomber tous les mythes, c'est-à-dire de ne plus m'habiller d'imposture. C'est surtout ça. Raconter une chose quand elle a eu lieu, moi je suis quelqu'un, je raconte, voilà, je veux être honnête
voilà, quand on fait le ménage, on est honnête, tu fais pas semblant, quoi. Tu déplaces les meubles, c'est comme ça que ma mère, elle m'a appris. Tu fais ça bien, tu pousses les meubles, tu passes bien dans les coins. Donc, de toute façon, j'ai toujours travaillé avec honnêteté. Ça, c'est toujours quelque chose qui a été porté par mes parents. Mais c'est surtout cette mise à nu, c'est surtout de dire je vais plus mentir. Je vais plus mentir avec tous les mythes qu'on aimerait tellement que je porte, tous les alibis qu'on aimerait tellement que je porte. C'est non, c'est fini. Je vais rester nue. Tout le temps. Le roman, c'est un miroir que l'on promène le long d'un chemin, comme disait Stendhal. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Ça, je l'avais écrit au sujet d'une critique littéraire que j'avais faite, mais parce que J'aime beaucoup l'expression parce qu'en fait, vous faites beaucoup de... Vous avez besoin de donner votre avis sur tout. C'est pas exactement ça, mais quand je suis passionnée, quand quelque chose me plaît, j'ai envie d'en parler. Quand vous lisez un livre, quand vous allez voir une pièce, quand vous allez voir un film, si j'aime, j'en parle. Vous avez besoin d'en parler, de donner votre avis. Oui, c'est pas un avis, c'est presque ça, mais c'est surtout que quand j'aime, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un livre que j'ai aimé, j'ai vécu une expérience. Pour moi, l'art... De Joyce Ormond qui parle des fous. Voilà, À la folie, qui est superbe. Ouais. Là, si vous voulez, l'art pour moi est une expérience de vie. Alors c'est comme si, je sais pas, vous achetez un truc super bon, vous avez envie d'en donner une part à quelqu'un, aux gens que vous aimez. Moi, quand je lis un livre qui me fait vivre une expérience particulière, quand je vais voir un film et qui me fait vivre une expérience particulière, j'ai envie de partager. Et je n'écris que sur ce que j'aime. Quand je lis quelque chose et qui, par contre, oui, c'est intéressant, l'après, j'écris pas. Si ça sert à rien, je suis pas là justement pour donner mon avis, mais je suis là pour partager, en tout cas, une expérience de vie qui m'a augmentée, qui a fait que ma vie, on a un temps limité. Mais par contre, je pense qu'on peut augmenter sa vie par des moments de vérité. Et la littérature, l'art, sert à ça, à mon avis. Mmh. Et donc, c'est pour ça. Alors, la phrase de Stendhal, pour moi, c'est pas qu'un miroir. Je pense que c'est cette idée qu'on va plutôt aussi aller dans l'introspection. C'est pas seulement ce qui est en apparence. On va aussi pénétrer les esprits, pénétrer les institutions, pénétrer les murs pour comprendre. Pas seulement se promener le long d'un chemin. Alors, vous êtes né... dans la région de Clermont-Ferrand, que vous continuez à habiter aujourd'hui. Votre mère était femme de ménage. Vous racontez d'abord votre histoire dans Impasse Verlaine. Votre père manœuvre, ouvrier sur les chantiers. Donc, ils sont nés tous les deux en Algérie. Oui. Maman est née à Meskiana. Meskiana, oui. Voilà. Et votre père à Ain Baïda. D'accord. Vous allez présenter votre livre au Salon du Livre d'Alger. Oui. C'était quelque chose. C'était quoi comme expérience ? Sur le coup, quand je suis sortie de l'avion, je pensais que j'allais voir un truc avec des oiseaux qui allaient venir, et puis un arc-en-ciel, et puis une symphonie. Et des ballons. Voilà, et il s'est rien passé. Je me dis, normalement, t'es censé ressentir quelque chose, là. T'es la première fois que tu remets le pied en Algérie. Et j'ai rien ressenti. Je me suis dit, franchement, dans les livres, ils disent n'importe quoi. Et finalement, le moment fort, il est venu beaucoup plus tard. Il est venu quand j'étais dans ce salon où il y avait une foule, mais incroyable, quoi, pour des livres, mais une foule, mais phénoménal et très de tous les milieux sociaux, quoi. C'était pas du tout quelque chose d'élitiste, c'était incroyable. Et puis au moment où je suis dans ce petit coin là et je suis en train de parler de littérature de mon livre et je croise le regard d'Algériens là il s'est passé quelque chose. J'étais de ce vertige existentielle, on va dire, d'être née en France, à Clermont-Ferrand, et de me retrouver à Alger, ville que je n'ai jamais vue, donc en étant d'origine algérienne, et de parler de littérature avec des gens qui me posaient des questions passionnantes et tout. Là, il y a eu le vertige. Et le deuxième moment de vertige, c'est quand j'ai fait la marche avec des journalistes qui j'étais en contact, le Hirak, j'ai fait une marche et là j'ai vécu un moment aussi, alors j'avais des petites chaussures, petites bottines, j'avais pas prévu de faire ça, et un truc extraordinaire, des gens. Personne ne vous a éclaboussé. Non, c'était extrêmement, c'était festif, c'était joyeux, c'était puissant, des gens de toutes les générations, des hommes, des femmes, il y avait une beauté mais incroyable avec les immeubles haussmanniens, il y avait cette intensité-là de vie que j'ai adoré. C'est le deuxième moment que j'ai vécu à Alger et depuis je rêve d'y retourner pour faire de la littérature, pour écrire du théâtre, travailler avec des auteurs algériens et puis rencontrer ce pays que je connais pas du tout en fait. Mmh. Bon, là, à la radio c'est bon, vous allez avoir une invitation, vous pouvez être sûr.
Aujourd'hui, on voit, vous publiez votre deuxième livre chez Grasset, donc Grasset, ça fait partie des grands éditeurs parisiens. Quand on a du succès, tout le monde imagine, elle a envoyé son livre, elle a été publiée, c'est facile. Combien de temps est-ce qu'il s'est passé entre l'écriture de votre premier livre et le moment où vous avez été publié pour la première fois, pour que les gens comprennent bien quel a été votre parcours et comment vous avez été patiente et peut-être désespérée parfois, hein. Oui, têtue comme la vie. Mais en fait, je crois que c'est à 14 ans à peu près. En 2005, j'ai envoyé mon premier manuscrit. Un premier roman, mais je me suis autorisée parce que, comme dit, je sais plus la blague de Coluche dans les milieux, je me suis autorisée moi-même, quand on se fait nous-mêmes des autorisations là, avec le confinement, je me suis autorisée. C'était un peu le même principe finalement, civique un peu dingue, social un peu dingue, de se dire je m'autorise moi-même à exister. Donc, et seulement en 2005, alors que j'écrivais depuis très longtemps, parce que j'avais gagné un concours de nouvelles. Et ensuite, entre 2005 et 2019, donc Impasse Verlaine est sorti. Voilà. Tout ce temps-là, j'ai envoyé des manuscrits. Pendant 14 ans, vous avez presque tout le temps envoyé des manuscrits. Aujourd'hui, vous avez écrit combien de livres et combien est-ce que vous en avez dans vos tiroirs? Alors, je reprends pas mes anciens manuscrits, c'est très bizarre, mais il y en a 12, 13. Je les reprends pas, j'ai pas le temps parce qu'en fait, je crois que je suis en train de découvrir. Je regrette pas du tout d'avoir toutes ces années. Franchement, toutes ces années m'ont permis de trouver mon écriture et d'avoir un rapport au monde et au réel qui est plus juste. À 30 ans, je chialais plus, j'étais en colère. À 20 ans, j'avais la bêtise d'une soumission à tous les modèles. À 40 ans, je comprenais pas ma vie en la regardant derrière. Et finalement, à bientôt 50, je suis bien. Donc, c'est le bon âge. Hein. Ouais. Donc là, j'ai pas du tout de regret. Après, je suis pas une fille de regret, mais j'ai pas du tout de regret. Là maintenant, j'ai l'impression que mon écriture prend forme et que je suis plus juste avec le réel. Et je regrette pas parce que je pense que j'aurais pu. J'ai pas honte d'Impasse Verlaine, j'ai pas honte du doigt. Et je pense que il est possible que si j'avais été publié plus tôt, vous auriez été moins fière. Ouais. Parce que c'était des livres d'obéissance, c'est pas des livres de nudité. C'est quoi un livre d'obéissance ? C'est des livres en fait que tu écris par rapport à des modèles qu'on t'a déjà prépensés, proposés en fait. Tu écris pour faire plaisir. Alors que là, j'avais plus rien, j'ai plus rien à dire, à prouver à quoi que ce soit. Je m'excuse de rien. Je sers une cause qui est au-dessus de celle-là. C'est une cause qui s'appelle la littérature et l'autre qui est la cause sociale. Et donc, si vous voulez, ce sont des causes qui dépassent ma taille. 1m52, c'est pas grand. Et qui dépassent aussi du coup les petits calculs que j'aurais pu faire à 20, 30, 40 ans, de manière légitime d'ailleurs, de manière tout à fait légitime. Bon, pour les auditeurs de Beurre FM, vous êtes né le même jour que Kim, hein, donc voilà. Même jour d'anniversaire. C'est vrai, bon anniversaire Kim alors aussi. Voilà, c'est la semaine de l'anniversaire. C'est vraiment, on a fait toute la semaine des anniversaires. Aujourd'hui, finalement, donc vous êtes publié. Le premier livre, c'est quand même quelque chose de particulier. À quoi ça correspond pour vous un deuxième livre ? Moi, je ne m'en remets pas. Toujours pas. Non, mais j'ai écouté l'autre jour, il y avait un primo-romancier qui disait la même chose. Quand on a attendu comme ça très longtemps, je ne m'en remets pas. À la fois, ça m'est naturel de vous parler là, parce que je vous parle de ma tambouille, de ce que je fais dans ma cuisine. Du coup, je me sens bien à vous parler. On dit votre artisanat. Hein, mon artisanat, voilà. Ouais. Je me sens bien et à l'aise, mais en même temps, je trouve ça... absolument un peu irréel quoi. Mais le fait d'être écrivaine, en tout cas socialement, honnêtement c'est vraiment très très agréable. Et quand les lecteurs vivent une expérience de lecture qui a été celle que moi j'ai eue dans l'écriture, t'as l'impression de gagner à l'euro-million à chaque fois. Là, t'as la symphonie, les arcs-en-ciel. Là. Donc, je m'habitue pas. Et du coup, j'ai la trouille tout le temps. Mais du coup, j'ai aussi énormément de joie, quoi, tout le temps. Non, mais c'est chouette. Alors, vous êtes démonologue. Je l'ai été. Et tout à l'heure, vous m'avez prouvé que vous étiez aussi une spécialiste du XVIe siècle. Donc voilà, donc c'est parti tout seul. Et spécialiste donc des lycanthropes, c'est des loups-garous, enfin tous ceux qui se transforment. Qu'est-ce que vous aimiez, vous, dans les... dans cet univers des loups-garous, parce que c'est quand même un univers qui écrit beaucoup, hein. En fait, maintenant avec le recul, je comprends mieux parce qu'au départ, moi, j'aimais bien le XVIe siècle est un siècle de littérature passionnant parce que c'est là où t'as des écrivains qui sont médecins, qui sont philosophes, il y a pas toutes les cases. Les cases, en fait, c'est vraiment plus tard au XIXe siècle quand les bourgeois ont voulu ranger leur bibliothèque, il a fallu ranger par ordre, etc. Mais sinon, c'est un foutoir, quoi. Le XVIe, tu trouves des personnages qui peuvent tout faire. Et moi, j'adore ce siècle-là. Et alors, ce qui est intéressant alors, je me suis intéressée
m'intéressais à la démonologie et notamment à l'aspect juridique parce que, par exemple, on pouvait porter plainte contre une personne parce qu'on pensait qu'elle était loup-garou, etc. Et je m'intéressais à ça. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Et je crois maintenant avec le recul que je m'intéressais au fond au mal, à la question du mal et à la question de la monstruosité. Comment arrive-t-on finalement à épingler et juger l'autre de quelque chose qu'on maintenant on sait que c'est pas trop exact. Par exemple, voilà, quand ma voisine est passée, le lait de mes vaches a tourné. Voilà, ouais. Et voilà, procès. On a même eu un procès pour un cochon. Donc bon, voilà. Donc si vous voulez, je pense que maintenant avec le recul, je crois que je m'intéressais à quelque chose d'opaque, à savoir le mal et la projection qu'on peut faire sur l'autre du mal qu'on a envie de reconnaître. Et il y a une très belle histoire dans une des théories les plus belles de la lycanthropie, moi qui m'avait énormément émue, c'était qu'on disait que les loups-garous, en fait, ils étaient maudits, malgré eux. Et ils étaient obligés d'être loups-garous. Ils n'avaient pas le choix de l'être. Et sous leur peau de loup, il y avait une peau d'homme. Ils étaient tout doux et ils ne pouvaient pas. Et donc, en fait, ils souffraient comme des hommes. Ils sont emprisonnés. Ils souffraient comme des créatures nues et agissaient comme des bêtes. Et prisonniers de ça. Et ça fiche le vertige, quoi. Les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter et les écrire. Dali Farah, l'invité du Book Club de Beurre FM, votre livre s'appelle Le Doigt aux éditions Grasset. J'ai bien fait de vous attendre. Moi, je suis content d'être là. Voilà, finalement. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast et puis vous pouvez regarder la vidéo. Merci. Si vous voulez regarder Dali Farah, ça sera sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Bon dimanche à tous.